Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le format long de Digital Marketing for Pro. Si vous écoutez ce podcast, c'est sans doute parce que vous connaissez déjà notre format phare, les résumés d'actualité marketing. Un format court, efficace, pour rester à jour sans y passer des heures. Mais aujourd'hui, on a envie de prendre le temps, de creuser, d'aller plus loin dans l'analyse, dans les enjeux, dans les problématiques qui comptent vraiment pour les pros du marketing. Parce qu'on le sait, des webinaires qui promettent des conseils et finissent en démo commerciale, on en a tous vu. Des contenus creux qui survolent un sujet sans jamais rien livrer de concret, aussi. Avec Focus, on prend le contre-pied. À chaque épisode, on parle d'une vraie question, celle que se posent les marketeurs face à une nouvelle tendance, un changement d'algorithme, un outil, une évolution terrain. On invite un expert, on creuse, on challenge, on va au fond des choses et on en ressort avec des retours d'expérience concrets, des cas d'usage vécus, des exemples qui parlent à celles et ceux qui font. Notre promesse, elle est claire, à la fin de chaque épisode, vous repartez avec une vraie connaissance métier, une idée d'action à tester dès demain et une approche à challenger avec vos équipes. Focus, c'est notre façon d'aller plus loin que l'info, pour vous aider à mieux faire et mieux décider. C'est clairement le sujet majeur de 2025. L'IA est en train de révolutionner toutes les phases d'une stratégie marketing digitale. D'abord, parce qu'elle change en profondeur les comportements des utilisateurs, comme on l'a vu dans le premier épisode de Focus, où l'on a analysé l'impact de l'IA générative sur les stratégies SEO. Mais aussi parce qu'elle change la façon même dont on conçoit, pilote et optimise nos campagnes marketing. Et côté acquisition payante, la révolution, elle est déjà là. Sur Google Ads, l'IA ne se contente plus d'aider à rédiger des annonces ou à ajuster une enchère, elle pilote de plus en plus la diffusion, requêtes, audience, emplacement et parfois même les créations. Et ce n'est pas un micro-phénomène. Dans le retail, par exemple, Performance Max est déjà adopté par 93% des annonceurs qui diffusent des annonces shopping. Et sur le search, Google pousse désormais AI Max avec une promesse très claire, en moyenne, plus 14% de conversion. Sur le papier, c'est simple, tu laisses l'IA optimiser, tu gagnes du temps et tu gagnes en performance, mais dans la vraie vie, ça soulève une question très concrète. Si l'algorithme décide à ta place, qui garde la maîtrise? Et surtout, qui est responsable du résultat business quand ça performe dans l'interface, mais que derrière, la valeur réelle n'est pas au rendez-vous? Alors une question se pose, une vraie: l'IA va-t-elle rendre les experts Google Ads inutiles? C'est une question légitime quand on voit à quelle vitesse Google transforme le pilotage en boîte noire. Alors, pour répondre à cette question, on a invité quelqu'un qui a une vision très terrain, très data et surtout très business. Notre expert du jour, c'est Sébastien Broussois, directeur associé chez Resoneo. Ça fait plus de 20 ans qu'il accompagne des marques comme But, Okaidi, Linvoge ou encore Audica sur les enjeux de performance digitale avec une obsession: transformer la donnée en décision actionnable. Bonjour Sébastien. Bonjour Kevin, merci pour l'invitation. Merci. Merci de l'avoir accepté. Tu es du coup le deuxième invité de ce podcast-là, donc on va essayer de faire aussi bien, voire même mieux qu'avec Vincent. Euh, on l'a dit en introduction, on fait venir des experts en fonction des sujets. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment aujourd'hui tu as décidé de te spécialiser sur tout ce qui est acquisition et notamment l'acquisition payante? Oui, pour faire rapide, on a créé Resoneo avec trois amis il y a un peu plus de 20 ans. Les premières questions qu'on nous posait au départ n'étaient pas que des questions acquisition. Nos premiers clients, c'était Pierre et Vacances et le CTLM qui nous disaient: le web pèse 3% de mon chiffre, le board me demande 20% dans 3 ans, comment je fais, où je vais Donc on était aux prémices de l'acquisition, prémices du web analytics, il n'y avait pas encore de GA ou autre outil de mesure. Et donc, Et déjà la vision très performance. voilà. Et on avait la chance d'avoir bossé dans une banque en ligne sur laquelle on avait dépensé des sommes assez folles dans les années 99 à 2004, ce qui nous a amené à être dans les early adopters de toutes ces solutions AdWords, puis GA, etc. Et donc, on était au bon endroit au bon moment quand ce marché s'est lancé. Et donc, assez vite, Resoneo s'est spécialisé sur l'acquisition et le SEO, porté par les compétences d'Olivier de Ségonzac, mon associé sur le SEO, et les miennes sur la partie analyse de données et acquisition.
Et du coup, là, tu dirais que ça fait combien de temps que tu balances des campagnes ads sur le net? Bah, alors, nos premières campagnes Google Ads, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était en 2002 et on envoyait des listes de mots en Excel et on envoyait des fax à Google pour confirmer les ordres d'insertion. Et ça s'achetait Des fax, ouais, vraiment? ouais, ça s'achetait au CPM à l'époque. Donc il n'y avait pas d'interface AdWords encore à l'époque. L'interface Google Ads, elle est arrivée en 2003 ou 2004, si je dis pas de bêtises. Ah oui, ça a Voilà. changé. Entre le fax à l'IA, ça aurait pu être l'intitulé de ce podcast. Donc, tu es clairement un expert sur le domaine. On va essayer d'être le plus clair possible pour tout le monde. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des termes, des mots-clés dont vous connaissez pas forcément la signification, de le marquer en commentaire. On vous répondra avec grand plaisir. Est-ce que pour, on va dire, le grand public, tu peux nous réexpliquer quels sont les différents formats qu'on peut avoir dans Google Ads, comment ça fonctionne, et cetera? Globalement, il faut retenir que Google Ads, il part d'une intention. Une intention, ça peut être une recherche d'un internaute, ça peut être la visite d'un site qui renseigne Google sur le fait qu'en ce moment, je suis à la recherche d'un canapé, par exemple, et il propose des réponses, des solutions. C'est soit une réponse textuelle à la question, c'est soit la présentation d'une vignette shopping, c'est une vidéo. Donc en fait, il y a quatre grands types de produits chez Google. Il y a le search textuel, le search produit, donc c'est Google Shopping, le display YouTube pour faire du push et aller chercher des internautes qui demandent rien, qui sont en train de surfer sur le web tout de suite. Et enfin, il y a PMax, le format hybride qui diffuse sur tous les autres enfin, sur tous les emplacements, y compris Gmail, etc. Et globalement, une fois qu'on a parlé de ces quatre grands types de formats, partout, c'est un système d'enchères et une enchère qui mixe l'enchère pécuniaire, c'est-à-dire le prix que je suis prêt à payer un clic, avec sa qualité. Donc la qualité qui est estimée globalement essentiellement par le taux de clic et le quality score. Donc c'est est-ce que je suis jugé pertinent par Google? Est-ce que je suis jugé être la bonne réponse à un instant T? Et donc si je suis pas la bonne réponse, il faut que je paye mes clics plus cher. Est-ce que tu peux revenir sur le quality score? Je suis pas sûr que tout le monde sache vraiment ce que ça veut dire, comment c'est calculé, et cetera. Alors le quality score, c'est une espèce de boîte noire, mais qui note votre chaîne entre un mot-clé, l'annonce qu'on diffuse et la landing page vers laquelle on emmène. Est-ce que cette chaîne sémantique, elle est cohérente et est-ce que sur cette chaîne sémantique, vous êtes meilleur ou moins bon que vos concurrents? Euh, donc si sur cette chaîne-là, pour un mot donné, j'ai pas un bon taux de clic, euh, parce que ma marque est pas forte, parce que en face de moi, il y a des acteurs beaucoup plus notoriels, ou parce que mon annonce n'est pas adaptée, ou parce que ma landing page n'est pas adaptée, ben, je suis obligé de payer beaucoup plus cher les clics. Euh, donc, Ok. donc c'est Donc soit on est bon, soit on est riche. c'est l'espèce de boîte noire que Google a inventé pour éviter que le premier sur la page, ce soit celui qui est prêt à payer le plus cher au détriment de la pertinence. C'était le cas au début, j'ai parlé tout à l'heure d'une époque où à- on achetait au CPM dans les années 2000-2002, ça veut dire qu'on achetait des impressions et il y avait des sémantiques où ça coûtait pas cher d'acheter des impressions parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Et du coup, on achetait des endroits où même si on prenait pas de clics, on achetait de la visibilité pour pas cher. Et Google veut plus ça. Il veut pas laisser quelqu'un s'afficher en haut de la page, même s'il génère pas de clics, parce que c'est pas pertinent pour l'internaute et donc c'est mauvais pour l'écosystème Google que la page de Google soit jugée non pertinente. Donc, un jeu d'équilibriste pour Google à chaque fois de trouver le bon équilibre entre le revenu et la pertinence des réponses qu'il propose. On le rappelle, hein, que ça soit en ads ou que ça soit en SEO, l'objectif premier de Google, c'est que l'internaute trouve sa réponse le plus rapidement possible et avec une expérience la plus fluide possible. Et ce mantra de Google qui est là depuis des années a encore plus de sens avec l'arrivée de l'IA générative parce qu'on voit que on a besoin d'instantanéité, d'aller chercher l'information. Donc, je pense qu'à l'avenir, tout ce qui va être expérience un peu dégradée, Google va vraiment complètement déclasser ces sites-là parce que l'expérience utilisateur est revenue au centre du jeu. Tant mieux, mais en tout cas, c'est important de le rappeler et tu vois, même d'un point de vue pub, du coup, c'est pris en compte, donc c'est intéressant. Hem
sur les différents formats, donc on t'a dit il y a 4 grands types de formats publicitaires. L'IA impacte les 4 grands types ou il y a un type en particulier? Je te dis ça parce que il y a quelques années, j'avais, avec mon agence ads de l'époque, j'avais lancé des campagnes DSA, Mhm. Dynamic Search Ads, qui avaient hyper bien fonctionné sur toute ma partie blog, pour de la partie lead gen, etc. Et on m'a fait passer pour un dinosaure la dernière fois en me disant oui, mais on parle plus vraiment de campagne DSA, c'est cette partie un peu dynamique, elle se retrouve où? Quand on dit que l'IA intègre Google Ads, c'est comment? Est-ce que tu peux nous faire un peu une overview de l'IA dans Google Ads en 2025, enfin en 2026, puisqu'on sera diffusé en 2026? Alors, pour répondre en premier lieu à ta question sur DSA, DSA, ça existe toujours. Et DSA, par contre, ça a été largement aspiré par Pmax. Donc, quelqu'un qui n'a pas de campagne DSA aujourd'hui, c'est sa Pmax qui fabrique sa partie DSA. Pour autant, on a quand même tendance à continuer à s'étoper des campagnes DSA pour essayer de bien séparer le textuel quand on peut. Et sinon, sur la partie IA, oui, l'IA, elle a envahi complètement à peu près tout le spectre de ce qu'on fait aujourd'hui dans les campagnes AdWords. Avant, donc on devait faire des listes de mots archi exhaustives. On devait séparer les mots dans des groupes de mots et dans des campagnes très segmentées pour que à chaque mot-clé, il y ait la bonne annonce, une annonce optimisée. Donc, si j'ai un mot-clé canapé en cuir rouge, ben, je le mettais dans un groupe canapé en cuir rouge, avec une annonce qui me parlait de canapé en cuir rouge, avec une landing qui zoomait sur les canapés en cuir rouge. Euh, cette partie-là, maintenant, on arrive à le gérer en faisant des groupes et des campagnes beaucoup plus globaux, mais en donnant un asset à Google pour qu'il optimise mon annonce en parlant de canapé en cuir rouge, même si sans avoir à séparer ce mot-clé-là du reste des couleurs, du reste des matières pour lesquelles j'ai des canapés. Donc la structure de campagne est une structure moins granulaire et plus simple. Et avant, on fixait des enchères manuellement. Donc les enchères, c'était essentiellement des prix qu'on était à payer pour chaque clic. Euh, et donc il fallait dans un compte, on avait des dizaines ou des centaines de milliers de mots-clés, on manipulait des énormes fichiers Excel je suis pas content de ma performance, allez, je monte de 2 centimes tous mes CPC ou je baisse de 2 centimes tous mes CPC. Et on traitait ça en masse, on réimportait à la main. Maintenant, toute cette partie a disparu. On gère les enchères en donnant à Google un objectif de ROAS en général, alors en disant, voilà, je veux un ratio de 4 entre mon budget investi et mon chiffre d'affaires, et le boulot de l'algorithme, c'est de respecter l'objectif que je lui donne. Ceux qui sont lead, en général, c'est des CPA ou un CPL avec un coût par lead. Voilà. Mais Google fait son affaire du comment et du micro-bidding. Voilà. Juste petite parenthèse, tu peux expliquer ce que c'est le ROAS? ROI, c'est ROI, c'est Return on Investment, c'est le ratio entre le budget que j'investis et le chiffre d'affaires que je génère. Et donc, on dit à Google, voilà, pour 1 € investi de budget, je veux 4, 6, 8 euros de chiffre d'affaires. Donc, on dit qu'on vise un ROAS de 4, 6 ou 8, suivant ses objectifs, ses taux de marge, etc. Et donc, du coup, si je résume, aujourd'hui, l'IA permet d'optimiser toute la partie ciblage et toute la partie gestion des enchères. Alors, il n'optimise pas toute la partie ciblage, mais on va dire qu'il la simplifie. Il y a moins besoin d'archi découper des campagnes comme on le faisait avant à la main, avec beaucoup de travail très manuel et de manip dans Excel pour fabriquer des listes de mots complètes et complètement séparer les mots-clés par sémantique. Et il simplifie aussi beaucoup la partie gestion des enchères, tout le bidding, euh, qui était complètement manuel. Et cette partie-là est devenue très largement automatisable, en tout cas pour une utilisation simple. Bon, on va développer ça tout à l'heure, mais du coup, on n'est pas encore sur de l'IA qui va aller faire évoluer des créas en temps réel en fonction des personas, en fonction des performances des pubs, etc. On n'est pas encore à cette étape-là de l'implication de l'IA dans la partie pub. C'est déjà, enfin, c'est déjà vite le cas. C'est-à-dire que dans une campagne
textuel depuis de nombreuses années maintenant, probablement 4-5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Avant, dans un groupe de mots, on rédigeait une annonce, et une annonce, ça comportait un titre et une description. Maintenant, on lui donne plusieurs bouts de titre, plusieurs bouts de description, et en fonction de l'internaute et de la requête, il mixe des bouts de titre ensemble pour fabriquer un titre et des bouts de description ensemble pour fabriquer ma description. Donc, il fabrique des dizaines et des dizaines de combinatoires pour trouver la bonne annonce pour le bon internaute en fonction de qui il est, ce qu'il a cherché, de est-ce qu'il est appétant à une marque forte, est-ce qu'il est appétant à de la livraison rapide, est-ce qu'il est appétant à de la promo, par exemple. Donc, cette partie-là, ça fait quand même déjà un paquet d'années que Google fait de la combinatoire. Donc, il n'a pas créé les créas pour moi. C'est moi qui ai dû lui fabriquer des bouts de titres, des bouts d'annonces, mais il teste des combinatoires avancés en fonction de signaux d'audience avancés. Donc, ça fait quelques années qu'on entamait ce pas-là. Et donc, plus récemment, dans l'interface, on a Google qui propose des annonces textuelles entières, qui commence à proposer ou à aider à proposer des bannières, donc des images pour diffuser sur la partie display, voire la partie YouTube, en fabriquant pour YouTube des vidéos à partir des images du flux, par exemple. Ok. Et du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, le cœur du débat sur l'IA dans Google Ads, c'est surtout focus sur les types de campagnes PMax, donc Performance Max, c'est bien cela? Alors PMax, c'est un des formats qui a défrayé la conique parce que il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, Google a obligé tous les annonceurs qui avaient des campagnes shopping, donc les e-commerçants qui avaient des campagnes avec les vignettes produits, d'abord à passer à un format qui s'appelait Smart Shopping Campaign, puis assez vite à PMax, qui était un format euh, hybride contenant shopping, le textuel et aussi la partie display vidéo, une espèce de boîte noire, mais qui est devenue quasi un passage obligé pour tous les e-commerçants. Euh, et donc, ce format-là est devenu oui, un format essentiel pour quasi tous les annonceurs depuis 3-4 ans. Et donc, du coup, c'est pas que pour les e-commerçants. Une marque B2B peut utiliser Performance Max aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. Mais au départ, Google l'a beaucoup positionné comme étant le produit, la façon dont ont évolué les campagnes shopping et smart shopping campaign pour les e-commerçants. Mais PMax est aussi utilisable pour tous les annonceurs. Donc c'est le format de campagne multi-inventaire. Donc la partie search, la partie shopping, display vidéo. Et donc, tout à l'heure, je faisais référence aux campagnes DSA. Moi, ce que j'avais bien aimé avec les campagnes DSA, c'est que je l'avais utilisé pour les faire de la lead gen sur tout ce qui était requête extrêmement large. Donc, je l'avais lancé ma campagne DSA sur ma partie blog et ça mettait en lien tous mes articles où je visais des requêtes larges en SEO, etc., pour les faire remonter automatiquement vis-à-vis d'une requête utilisateur. Donc, ça me créait, entre guillemets, des annonces automatiques. Là, c'est un cran au-dessus, c'est que ça va aller piocher dans un réservoir avec plein d'assets, des annonces, etc. Et ça va proposer uniquement des mises en forme de texte appropriées à l'utilisateur. Ça va aussi choisir le bon format du message publicitaire. C'est bien ça? C'est la théorie. C'est la théorie de PMax. La pratique, c'est un format qui est compliqué à bien manipuler, mais on va dire que tu as bien résumé la promesse. Euh, Et donc, du coup, si on passe au-delà de la théorie, toi, vis-à-vis de ton expérience, t'en penses quoi de PMax? Alors PMax, c'est un format qui a gagné beaucoup de tests et d'AB tests. Chez nous, on est des ayatollahs de la preuve et du test. Donc, on a testé PMax et on le reteste régulièrement sous à peu près toutes ses coutures. Et dans plein de cas, PMax à la fin gagne le test. Donc, il faut reconnaître que c'est un format qui amène de la performance. Pour autant, c'est un format qui amène souvent beaucoup de fausses performances. C'est de performances avec des chiffres qui sont un peu truqués. Donc, si on rentre dans les pièges de PMax avant, pour expliquer ce dans quoi il ne faut pas tomber avant d'en profiter. Le premier piège de PMax, c'est que PMax, c'est
campagne qui est multi-format, donc search, shopping, Gmail, vidéo. Et le premier piège, c'est la partie vidéo. Euh, le- pour la partie vidéo, il suffit que j'ai vu les 10 premières secondes d'une vidéo et que dans les jours qui suivent, j'achète pour que Google considère que c'est grâce à la vidéo que j'ai acheté. Euh, donc si tu vois une campagne pour une voiture aujourd'hui et que tu achètes une voiture demain, est-ce que ce sera parce que tu as vu la voiture aujourd'hui dans une PMax ou est-ce que c'est parce que ça fait 3 semaines que tu y réfléchis fortement tous les soirs et que tu as fait toutes les concessions du quartier? Voilà, je te laisse y réfléchir, mais il y a un vrai sujet sur l'incrémentalité de la partie vidéo de PMax. Est-ce que c'est grâce à PMax que j'ai fait la vente sur la partie vidéo ou est-ce qu'il était juste au bon moment, au bon endroit? Euh, Surtout que j'imagine que Pmax fait un peu de retargeting. Donc forcément, si tu vas sur un site, tu regardes la voiture et que tu te fais retargeter par une vidéo de cette voiture-là, oui, ça contribue à la conversion, mais de là à dire la conversion est attribuée uniquement à la vidéo, c'est un peu... alors, 100% d'accord. Et en plus, PMax, il n'a pas juste une brique de retargeting, il a aussi ta base client, puisqu'il te demande de nourrir PMax avec la compréhension de tes clients. Et donc, nous, on a un client, c'est une grande marque de fringues pour enfants. Et bizarrement, on s'est rendu compte que à la rentrée des classes, l'algo PMax était très, 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 très fort pour targeter tous les clients fidèles qui achètent tous les ans à la rentrée des classes. D'accord. Voilà. Ah oui, Donc là, donc tu peux te poser une... factuellement ça marche, mais tu comprends pourquoi aussi ça marche. Voilà. Et donc, c'est un des gros warnings à des PMax. C'est si votre PMax diffuse beaucoup en vidéo et fait beaucoup de perf en vidéo, analysez le détail, analysez est-ce qu'il fait de la recommande déjà client ou est-ce qu'il fait du nouveau client. Et globalement, une PMax avec trop de vidéos, c'est pas un bon setup. Idéalement, dans ce cas-là, il faut sortir la vidéo dans des formats dédiés. Il y a des formats pour faire beaucoup de vidéos, mais il faut pas mélanger des choux et des carottes. Et quand on mélange de l'attribution vidéo et de l'attribution clic sur les autres formats, sur le search classique, bah, c'est un peu mélanger des choux et des carottes, et du coup, on sait plus ce qu'on achète à la fin. Voilà. Mais du coup, là, tu parles beaucoup de la vidéo, mais j'imagine que le risque, il est aussi avec le display. Bah, sur le display, il faut au moins qu'il y ait eu un clic. Donc en fait, j'ai vu Ok. une bannière, il faut que j'ai cliqué. Donc il peut y avoir du remarketing, je suis d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait eu un clic. Donc en fait, la relation de causalité entre l'action que j'ai faite et la vente le lendemain ou le surlendemain, elle est un peu plus directe pour le display. Elle n'est pas encore parfaite. Et par contre, c'est très différent encore de ce qu'il y a en search. En search, j'ai fait une recherche de voiture euh, où je fais une recherche pour un canapé. Si la semaine prochaine j'achète un canapé, on peut avoir une présupposition assez forte sur le fait qu'il y a un lien de causalité et que ma recherche puis mon clic ont eu un rôle significatif dans l'achat que j'ai fait la semaine d'après. Donc le lien de causalité, il est presque évident sur la partie requête. Il est un petit peu moins fort sur la partie display, il est beaucoup plus faible sur la partie vidéo. Donc quand on additionne des conversions qui sont la somme de tout ça, et ben, on peut avoir un joli gloubi-boulga. Voilà. Donc, du coup, ta recommandation sur Pmax, c'est de sortir les vidéos des Pmax pour les jouer dans d'autres annonces en parallèle pour éviter que ça fausse trop le ROAS des campagnes. Ouais, alors au moins, enfin pas forcément la séparer. Si la vidéo pèse 3 ou 4% de votre Pmax, c'est pas un sujet de le séparer. Vous n'aurez pas assez de volume pour bien le gérer dans une campagne dédiée. Euh, Si par contre ça se met à avoir un poids significatif et qu'en plus sur ce poids-là, vous vous rendez compte que ça ne génère pas d'incrément parce que c'est que des déjà clients, bah, vous savez que ça vous rapporte rien. Et dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est de le couper. Euh, dans- L'autre aspect sur la partie vidéo, c'est que du coup, dans une PMax, pour pas laisser Google s'attribuer trop de choses sur la partie vidéo, il faudra régler la fenêtre d'attribution de la partie vidéo de façon plus courte, beaucoup plus courte que ce qu'on ferait sur du clic. Sur du clic, on est souvent à 30 jours, c'est souvent la norme de l'attribution. Sur la partie vidéo de PMax, nous, on est toujours à un jour uniquement. On dépasse jamais un jour. Ok, très clair. Très clair, précis et actionnable, comme la promesse du podcast. Euh,
Tu vois d'autres risques aujourd'hui à développer sur la Ouais, PMAX outre la je vais vidéo? faire plus, Parce que tu as je vais commencé faire, par un numéro je vais 1, faire plus je court t'ai sur les, coupé un peu la je chic. vais faire plus court sur les autres du coup. Donc le piège 2, ben, on en a déjà un peu parlé, c'est la tendance de Pmax à faire les ventes faciles sur les déjà clients. Il nous dit pour m'aider à trouver des clients, des gens qui ressemblent à vos clients, donnez-moi votre liste de clients, mais ça l'aide à faire des lookalikes, mais ça l'aide aussi à surenchérir parfois sur mes clients fidèles et à m'amener des commandes qui ont peu de valeur incrémentale. En tout cas, ça ne me fait pas du newbies, quoi. Ça ne me fait pas des nouveaux clients que je vais pouvoir fidéliser, etc. Piège numéro 3 sur les métiers du lead. Pmax est content quand il fait des leads. Tu parlais tout à l'heure de ton métier précédent où tu faisais du lead. Pmax, il fait souvent du lead, mais du mauvais lead. Il fait souvent du lead de mauvaise qualité, donc il y a souvent un vrai travail à, à devoir redresser la qualité des leads de Pmax et obliger Pmax à se focaliser sur des leads de meilleure qualité. Euh, et enfin, le plus gros piège de Pmax, c'est le côté un peu black box. Alors pour être clair, jusqu'à il y a à peu près 6 mois, on n'avait aucune compréhension précise de où diffuser Pmax parce qu'il n'y avait pas de reporting. Depuis l'été dernier, Google a introduit un report où il nous donne la visibilité sur est-ce que Pmax diffuse en search, en shopping, en display, en vidéo. Et donc maintenant, on a cette visibilité de où on diffuse et de la performance de chaque sous-partie pour essayer de jouer dessus, mais c'est quand même globalement une black box. Et si vous avez beaucoup de campagnes, c'est pas simple d'utiliser ces reporting. Euh, voilà. Et du coup, Pmax, il a quand même tendance sur toute la partie search à mettre en concurrence toutes vos campagnes. Donc, il a le droit d'aspirer vos campagnes textuelles, il a le droit d'aspirer vos campagnes marques, d'aspirer votre campagne shopping, si vous en aviez une. Et finalement, il met en auto-concurrence les différentes campagnes de votre compte. Donc, c'est à vous, si vous considérez que c'est stratégique de bien séparer la marque, de bien séparer les top produits, de bien séparer la partie textuelle, d'obliger Pmax à respecter ça en jouant sur des setups, les setups de campagne. Ok, très clair. Juste petite précision, hein, c'est toujours mon métier hein, de faire de la lead gen. C'est vrai que je le dis pas forcément sur le podcast, hein, mais moi je m'occupe du marketing digital et de toute l'acquisition d'une marque française, d'un grand éditeur de droit. Voilà. Et donc ces sujets de Pmax qui performent, mais on sait pas trop pourquoi, etc. C'est vraiment des questions qu'on s'est posées. Les questions que on se pose sur le format Focus, c'est des questions que je me pose aussi au quotidien. Et en fait, ben c'est un peu win-win, c'est-à-dire que d'un côté, je crée du contenu pour essayer de partager la connaissance au plus grand nombre. Mais en fait, je suis un peu égoïste, mais je le fais aussi sur moi, hein. Ça me fait monter en compétences, ça me permet d'améliorer mes campagnes d'acquisition, parce qu'on est très porté sur le lead. Et comme tu l'as très justement dit, la lead gen, tout dépend. Il y a des bons, il y a des mauvais leads. Comment faire remonter ces bonnes informations, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Bon, je suis pas encore full podcaster. Peut-être que un jour ça sera mon métier, mais on est quand même sur un petit podcast de niche, pardon. Donc je pense pas. Euh, Ticket Pmax, hein, mais globalement, je le répète, hein, Pmax à la fin, même quand on gère bien, même quand on sépare bien les choses, etc. Pmax reste souvent gagnant de certains A/B tests quand on met des campagnes shopping en concurrence avec Pmax sur des zones géographiques, sur des A/B tests un peu avancés. Donc, une fois qu'on a maîtrisé les risques que j'ai évoqués, le sujet, c'est pas d'enlever Pmax, c'est plutôt de le maîtriser et de ne pas le laisser mettre tout en autoconcurrence. c'est une très bonne transition. Je l'ai dit dans ta bio et ça se transpire aussi quand tu parles. T'as aucune affirmation sans data. Tu réinterroges tes prises de position qu'avec la data. Et donc de dire, bah, même si Pmax est une black box, ben, au final, on est quand même forcé de constater que ça fonctionne. En préparant cette interview, on a parlé notamment de AI Max, avec l'arrivée des publicités dans les fameuses AI Overviews. Euh, Tu m'as dit que tu avais un retour d'expérience parce qu'aujourd'hui, vous pilotez pas uniquement des campagnes d'acquisition payante sur la France, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, vous avez déjà été confronté à ces nouveaux formats publicitaires qui font
comment dire, qui font autant peur qu'ils intriguent? Est-ce que ça va être une véritable opportunité? Est-ce que c'est pas encore mature, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience là-dessus, en parenthèse de notre sujet principal? Alors, IMAX est présenté par Google comme étant un des formats qui permettra de diffuser sur les nouveaux emplacements IA. Donc, juste pour avoir en tête de ce dont on parle, donc il y a deux grands emplacements dont on parle. Il y a AI Overviews, c'est la partie qui va se retrouver euh, en haut de la page de résultats Google quand on fera une requête de type informative. C'est une solution qui est déployée partout dans le monde ou presque, mais pas encore en France. On est un des rares pays sur lequel c'est pas déployé. Et donc, ce sera un résumé IA en haut de page, dans lequel il y aura de la partie entre guillemets naturelle, comme du SEO, et de la partie paid. Donc ça, c'est la première solution. La seconde, c'est AI Mode. Donc AI Mode, ce sera un nouvel onglet dans l'ensemble des onglets qu'il y a sur la page de résultats Google. Comme il y a un onglet Google Shopping, l'onglet Images, etc., il y aura un onglet qui s'appelle AI Mode, qui est en gros le fait que Google va onboarder sur la page d'accueil de Google la solution IA, donc Gemini, avec un onglet du coup IA qui sera beaucoup plus mis en valeur pour tout le monde que Gemini, qui aujourd'hui est complètement séparé, et sur lequel il y aura là encore de la partie des emplacements publicitaires. Donc iMode, c'est live aux US, c'est encore très peu déployé à l'international, et donc c'est une solution qui est beaucoup moins mature et qui sera déployée sur un timing différent. Donc ces deux fonctionnalités elles marquent l'arrivée de l'IA dans les interfaces de Google, parce que pour l'instant, finalement, l'IA générative, elle n'était pas arrivée sur la page de résultats. Et ça va changer la façon de diffuser de la pub sur Google, parce que Google est très normé sur sa façon de diffuser de la pub en haut et à droite dans les pages de résultats. Et pour être présent avec de la pub sur ces nouveaux blocs IA, il y a deux grandes options publicitaires dans Google Ads. Il y a les campagnes PMax pour la partie produit et il y a les campagnes AIMAX pour la partie textuelle. AIMAX, c'est pas un nouveau type de campagne, c'est une option sur les campagnes textuelles, une case à cocher qu'on peut activer ou ne pas activer. Et quand on active cette case à cocher, il y a trois sous-options. Il y a une option où on dit à Google, je te laisse élargir le ciblage au-delà des mots-clés de ma campagne. Donc c'est un peu comme si on avait un ciblage super large, qui a les ciblages exacts, expression et large qu'on connaissait déjà. Et quand on active IMAX, bah, c'est un peu sur du super large. Donc le principe étant de dire à Google, si j'achète canapé cuir, si j'ai toute requête de mode IA qui peut être longue de 15 ou 20 mots, euh, qui montre que l'internaute cherche un canapé et potentiellement un canapé haut de gamme en cuir, et ben, c'est pertinent pour moi d'apparaître. Donc il va être capable d'aller chercher des requêtes beaucoup plus loin du mot de départ que, que ce qu'il fait aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est on permet à Google d'optimiser les assets de la campagne. Donc il pourra écrire lui-même des nouveaux titres et des nouvelles descriptions. Et le troisième aspect, il pourra tester des landing pages du site qu'il a trouvé, qu'il trouve plus pertinentes que la landing page que moi j'ai mis dans la campagne. Donc on peut jouer sur ces trois sous-options pour le laisser faire le 1 et pas le 2, le 2 et pas le 3, etc. Les trois Et ayant... surtout, profiter de l'audience sur les LLM qui, du coup, n'utilisent plus pour une partie des requêtes le moteur de recherche Google et donc passe à côté des annonces Google Ads. Ouais, c'est ça. Donc la promesse, c'est le produit qui permettra avec l'option 1 d'apparaître sur des requêtes de LLM, avec l'option 2 d'avoir une annonce optimisée euh, pour la même requête LLM, et pour l'option 3 d'avoir la bonne landing page profonde du site qui répond au mieux à la question LLM qui a été posée par l'internaute. Donc ça, c'est la promesse. Après, à la différence de Pmax, quand ils ont lancé Pmax, où on n'avait aucun reporting, là, on a déjà des reportings sur à peu près tout, sur les requêtes, sur les annonces, sur la partie landing page. Par contre, on se rend compte quand même qu'il y a encore, c'est un produit qui n'est pas très mature, il y a encore des pièges. Sur un client, on s'est rendu compte la semaine dernière que Google avait ajouté un asset à Black Friday, alors que le Black Friday est fini depuis 15 jours. Euh, et, euh, et voilà. Et que parfois, il peut aller être tenté d'aller chercher en landing page une landing page solde
Si elle est restée quelque part active sur ton site mais non linkée, il va la trouver et donc il pourrait diffuser avec avec une LP qui parle de solde alors que tu n'as absolument pas le droit de parler de solde hors période de solde. Euh, c'est illégal marketingment parlant. Euh, donc voilà, il y a quand même quelques pièges sur la façon d'utiliser IMAX et sur les options que Google met à dispo pour le brider aujourd'hui. Euh, mais on va dire Google fait en sorte d'avoir le plus de retours possible pour rendre ce produit plus mature et l'améliorer. Dans les pièges de l'option 1, parce que j'en ai pas parlé, sur la partie ciblage, si vous branchez IMAX, il y a fort à parier que même si vous les avez mis en négatif dans d'autres campagnes, vous apparaissiez sur tous les noms de vos concurrents, puisque Google considérera que si vous êtes but et que vous vendez des canapés, vous avez envie d'apparaître quand on recherche Ikea, Conforama et compagnie, même si dans toutes vos autres campagnes, vous avez mis ces gens-là en négatif. Donc en fait, il faudra repasser sur tous les négatifs et sur tous les gentleman agreements que vous pouvez avoir avec des concurrents ou des gens sur le marché. Et même si votre stratégie est de ne pas apparaître sur les marques concurrentes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'annonceurs qui font ça de façon assez propre, euh, eh ben, il faudra repasser sur toutes les exclusions pour faire en sorte de ne pas apparaître. Ouais, bah, c'est le problème de toute automatisation, c'est qu'à un moment donné, ça automatise, ça se diffuse vis-à-vis de la performance, indépendamment du cadre législatif, indépendamment de connaissances qui sont pas dans l'algorithme. Lui, il pense bien faire, mais en fait, s'il n'y a pas l'humain derrière pour le guider, il va dans tous les sens, quoi. Et donc là, tu as parlé un peu des limites de, on va dire, production de ce format-là, etc. Et d'un point de vue perf à proprement dit, est-ce que tu vois que ces perfs sont du même niveau que ce qu'on peut connaître sur des formats plus traditionnels ou pas? Alors, IMAX a apporté des choses très différentes suivant la maturité des comptes. On a récupéré un client euh, qui avait, pour lequel on gère un paquet de pays. Les gros pays, c'était des comptes AdWords déjà très matures. Les listes de mots avaient déjà été très très bien travaillées, très bien complétées. Les annonces pareilles, les landings pareils. IMAX a quasi rien apporté. Par contre, sur un des pays moins matures, hein, sur lequel la précédente agence n'avait pas trop développé les campagnes, on a testé de brancher IMAX sur un compte du coup peu mature avec beaucoup de choses restant à optimiser. Et là, il y a eu un vrai incrément parce qu'il a trouvé de nouvelles requêtes très vite, il a trouvé des idées de nouvelles annonces très vite, il a trouvé des idées de LP, de landing page à utiliser qui étaient pertinentes et qui n'avaient pas été encore trouvées manuellement par l'ancienne agence. Donc nous, ça nous a aidé à trouver assez vite, à compléter assez vite les listes de mots, les listes d'annonces et les landing pages. Euh, Après, nous, on considère que il vaut mieux pas laisser tourner IMAX comme ça. Il vaut mieux prendre les insights, les nouvelles requêtes, les nouvelles annonces, les nouvelles LP et optimiser toutes les campagnes de façon plus structurelle pour éviter de laisser tourner de façon durable ce qui est quand même sinon une espèce de black box. Et le problème d'une black box, c'est le jour où ça marche moins bien, et ben, on ne sait pas sur quoi appuyer pour essayer que ça marche mieux. Et on n'a pas de capacité d'optimisation. Donc, c'est la raison pour laquelle la reco, pour nous, ça reste de se servir de ces insights pour optimiser les campagnes structurellement, en complétant les listes de mots, en complétant les annonces qu'on donne à l'algo et en changeant les LP si IMAX nous a trouvé des LP intéressantes. Euh, Donc vraiment utiliser l'IA en mode quick win pour après installer une stratégie beaucoup plus durable sur le long terme. ouais, plus maîtrisé, en évitant le côté black box et le côté euh, non compréhension. Dit autrement, si en achetant un seul mot-clé et en branchant à IMAX, j'arrive à avoir une super perf, ça veut dire que votre concurrent, il fait la même chose. Et le concurrent, et le troisième et le quatrième, et donc tout le monde fait la même chose. Donc en fait, la seule façon, une fois qu'on a une IA qui dit qu'elle fait tout, de faire mieux que son concurrent, bah, c'est quand même de le faire mieux que lui. Et donc, il ne faut pas le faire de façon basique. Et donc, il faut prendre l'insight de ce que l'IA nous donne et s'en servir pour optimiser nos campagnes. Si on ne fait pas ça, le seul différenciant qui restera par rapport aux concurrents, comme tout le monde a la même IA, IA max, ce sera l'enchère. Et donc, quand on ne veut pas être, euh, être en risque vis-à-vis de la surenchère d'un concurrent, bah, autant optimiser mieux que lui. D'ailleurs, euh,
là, on parle de risque d'utiliser l'IA, etc. Aujourd'hui, toi, quand tu regardes un compte et que tu l'audites, c'est quoi un peu les KPI que tu regardes pour s'assurer que l'IA fait pas n'importe quoi et se dire, là, il y a quand même un sujet, il va falloir qu'on creuse. Alors, ça dépend des types de campagnes qu'on regarde. Sur, si je les prends à part sur la partie bidding, euh, un des pièges de la solution de bidding IA de Google au ROAS, c'est que même si en moyenne, il faut que je paye des clics 1 euro pour être rentable et avoir mon ROI cible de 10, on se rend compte en analysant certains rapports que Google paye 30, 40, 50, voire plus euros pour une partie des clics. Et donc, on est capable de faire des rapports pour essayer de comprendre si cette tendance de l'algo à payer des clics une fortune est grave ou pas grave sur un compte. Donc, pour faire ça, on fait un rapport de requête réelle. Donc, on va avoir une ligne par requête réelle. Et en plus, on rajoute un segment jour. Donc, en fait, j'ai une ligne par jour et par requête différente. Donc, canapé rouge en cuir en jour par jour. Et donc, je vais pouvoir voir, ça agrège tous les clics sur cette requête réelle-là pour une journée, mais je vais mieux voir si j'ai acheté des clics à 10, 15, 50 euros en faisant un report aussi granulaire. Donc, si on le trie de façon décroissante, on voit ce que Google a fait n'importe quoi sur la partie bidding. Euh, et donc ça se règle en mettant en place du bidding par portefeuille sur lequel on peut lui dire bah, je veux 10 de ROAS, mais par contre je t'interdis de payer un clic à plus de 4 euros parce que je considère que c'est une hérésie dans mon métier de payer le clic plus de 4 euros. Euh, donc ça règle ce point-là. Euh, Il y a, les search queries ou les rapports sur les requêtes réelles des internautes qui permettent de voir euh, si dans un compte toutes les campagnes se font en concurrence, si j'ai des chaînes, s'il y a des requêtes qui apparaissent pas au bon endroit, et donc la chaîne requête, annonce, landing page ne peut pas être bonne parce que la requête elle n'a pas été aspirée par la bonne campagne quand elles se font concurrence. Euh, donc ce rapport-là, il est assez parlant sur le degré d'autoconcurrence dans le compte. Il nous renseigne aussi sur est-ce qu'on diffuse beaucoup sur des requêtes à côté de la plaque, genre des gens qui cherchent un CRM gratuit, des gens qui cherchent une formation pour un CRM, etc., alors que c'est pas ce que je vends. Donc en fait, sur tous les métiers du lead, notamment, souvent il y a beaucoup de leads sur des requêtes très très peu quali comme celle-là, si j'analyse pas la requête réelle. Donc c'est un des reports euh, qu'on regarde beaucoup. Et t'as un cas concret que tu pourrais partager avec nous là-dessus où, en apparence, l'IA fonctionnait et en fait, quand tu as regardé un peu dans le détail, tu t'es dit, non, c'est pas normal d'être sur ce niveau-là de performance. Sur, sur, euh, sur quoi comme genre de... Sur une campagne où l'IA aurait, entre guillemets, halluciné. Bah, Euh, alors c'est pas enfin entre guillemets de l'hallucination, mais un cas très concret de Pmax sur des métiers du lead, c'est que Pmax revendique très souvent des très très bonnes perfs en coût par lead. Et quand tu vas regarder dans le CRM et que tu envoies dans le CRM le nom de la campagne qui a généré le lead, souvent effectivement il fait beaucoup de leads, mais beaucoup de leads qui ne transforment pas avec des call centers qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à joindre des personnes ou que les personnes ne se souviennent pas avoir fait de lead ou qu'en fait ils cherchaient quelque chose qui n'avait rien à voir. Et donc on se retrouve avec des leads de très très mauvaise qualité souvent qui viennent de Pmax. Euh, donc ça, c'est un vrai gros warning qui se traite pour les métiers du lead, mais c'est très important pour les métiers du lead de faire très très attention à la part que pèse Pmax, parce que souvent c'est les pires leads qu'on peut acheter sur ces métiers-là. mais d'ailleurs, en préparant cette interview, tu disais il y a trop un pilotage à la conversion, pas tellement un pilotage à la valeur. Il y a beaucoup enfin de professionnels du marketing qui pilotent les campagnes en disant ben
au ROAS, comme tu disais, mais qui savaient pas vraiment comment faire remonter une vraie valeur de lead auprès de l'algorithme. Toi, c'est quoi ta recommandation là-dessus? Alors, il y a deux grands univers. Il y a l'univers des e-commerçants. Je vends des canapés. euh, sur lequel la recommandation, c'est de passer d'un pilotage au ROI sur chiffre d'affaires à un pilotage au ROI sur marge. Euh, si je vends deux canapés et que les deux sont à 1000 euros, mais qu'il y en a un sur lequel je marge beaucoup plus que l'autre, parce qu'il y en a un des deux qui est en promo, et donc celui qui est en promo, en fait, je fais une vente quasi sans marge, et ben, faut pas être un grand génie pour savoir que c'est beaucoup plus rentable pour l'entreprise de vendre celui qui n'est pas en promo. Euh, et parfois, sur des gammes de produits, on a des taux de marge très différents entre deux familles de produits. Et là encore, piloter au chiffre d'affaires, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui a du sens à la fin, c'est de générer de la marge. C'est ça qui paye les salaires, c'est ça qui paye les frais de l'entreprise. Et donc, dans tous les métiers de l'e-commerce, notre recommandation, c'est d'aller vers un pilotage à la marge, donc de passer euh, dans le tag, pas l'information qui a une vente à 1000 euros, mais qui a une vente à 218 euros de marge, et de piloter les campagnes sur cette base-là. Euh, donc ça c'est pour tous les métiers de, de l'e-commerce. Il y a plein de techniques pour le faire. Pour ceux qui sont qui ne voudraient pas que leur marge soit visible en clair dans un tag, ça se fait aussi très bien en server-side. Donc c'est la façon d'activer du tracking en mode serveur to serveur, et donc non visible dans le code source de la page et dans l'appel des tags. Euh, donc voilà pour les métiers de l'e-commerce. Pour tous les métiers du lead, en général, quand il y a un lead, ça compte un, que le lead soit qualifié ou pas qualifié. Donc dans ces métiers-là, ce qu'on recommande, c'est que on réinjecte dans AdWords les premiers niveaux de qualification. Donc souvent, quand il y a un lead, on le requalifie quelques heures après. On essaie de rappeler l'internaute. On rend vite compte si c'est des leads qualifiés, pas qualifiés. Suivant les process de vente, quand c'est pour du logiciel, on peut être sur des process de vente à 2-3 mois. Mais souvent, il y a une étape de qualification ou plusieurs dans les 7 ou 10 premiers jours. Et donc, on essaie de réinjecter dans AdWords ces étapes de préqualification pour dire, bah, c'est un lead qualifié, j'ai eu un rendez-vous, j'ai fait un devis, j'ai fait une vente. Et donc, en fait, ces différentes étapes, l'idée, c'est de les renvoyer dans AdWords pour être capable d'enchérir et d'avoir en reporting toutes ces vues-là. Ma campagne, elle m'a fait combien de leads, mais surtout combien de leads qualifiés, combien de rendez-vous, combien de devis, combien de ventes. Très clair. On l'a dit plusieurs fois tout au long de notre échange, on a utilisé le mot black box parce que bah, c'est vraiment le cas. Moi, je m'interroge et j'aimerais bien avoir ton avis d'expert, surtout que ben, tu l'as très bien dit en introduction, tu as été spectateur et acteur de l'évolution des publicités sur Google sur ces dernières années. À ton avis, c'est quoi la stratégie derrière Google de développer ces formats-là qui performent, mais on ne sait pas trop comment? Euh, L'intitulé du podcast, c'est est-ce qu'on va encore avoir besoin d'experts? Parce qu'à partir du moment où tout est automatisé, que ça performe, on se dit, bah, c'est simple. Du coup, c'est quoi ta vision, toi, là-dessus, c'est quoi la stratégie de Google pour avoir ces formats-là tout full automatisé? C'est pour faire dépenser plus? C'est pour répondre aux enjeux? J'avoue, j'ai même pas un début de théorie, donc je suis très à l'écoute de ce que tu vas me dire. Alors, on va dire que c'est très malin, et la réponse n'est pas la même suivant le type d'annonceur qu'on a en tête. Euh, Moi, j'ai géré les campagnes de mon beau-père qui était agent immobilier. Il était incapable de gérer ses campagnes lui-même. Donc, typiquement, s'il avait aujourd'hui à relancer ses campagnes, il aurait activé des PMax. Concrètement, en activant des PMax, il diffuserait sur tous les inventaires de Google, en laissant Google arbitrer tout ce qu'il voulait. Et donc, c'est un format qui permet à Google d'emmener presque tous ses clients, y compris les tout petits, vers tous ces formats sans avoir à faire du change management. Alors qu'avant, Google, il devait prendre son bâton de pèlerin pour aller vendre du display et de la vidéo à tous les annonceurs. Puis
quand il arrivait sur des tailles de petits annonceurs, c'était pas rentable de prendre des commerciaux pour convaincre les gens d'activer du display ou de la vidéo. Donc en fait, en faisant ça, il a réussi à fourguer du display et de la vidéo à tout le monde, 100% de ses clients ou quasi 100% de ses clients. Donc là, Je te coupe là-dessus, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on sait pas si on n'est pas commerçant, mais quand on est commerçant, on a un crédit gratuit chez Google qui fait que bah, on se dit bah pourquoi pas en 3 clics je vais lancer des pubs, mais derrière ça demande quand même une certaine expertise. Là, tu es en train de dire ils ont mis ça en place pour embarquer le plus de petites entreprises qui n'ont pas ni les compétences ni le temps ni le budget pour se reposer sur une agence pour essayer de diffuser au maximum et d'être un incontournable pour tous ceux qui font du business au sens large, quoi. oui, c'est ça. Alors pour la plupart des commerçants, les solutions Google Ads ont du sens. Sur les solutions search, je cherche une pizzeria juste à côté de chez moi. C'est évident que ça a beaucoup de sens. Par contre, pour la pizzeria à côté de chez moi, diffusée en display ou en vidéo, la valeur est peut-être moindre. Et donc, autant quand je suis un petit annonceur, me créer des campagnes de search, c'est très bien. Dans la PMax, je peux me faire avoir par Google à acheter 80% de formats qui ont moins de valeur pour moi. Et c'est vrai que en allant vers PMax, Google a réussi à ce qu'il y ait beaucoup plus de concurrence entre annonceurs pour acheter chaque inventaire et chaque bannière publicitaire et chaque vidéo sur YouTube. Parce que quand il n'a pas un grand annonceur à placer, il trouvera bien l'agence immobilière du coin à qui donner l'emplacement. Donc ça, c'est la première partie de la réponse, c'est être capable d'aller vendre ces nouveaux formats stratégiques, le display YouTube, à une très très longue taille d'annonceurs. Et l'autre, c'est même pour des gros annonceurs, de faire en sorte que discrètement, tu donnes 10, 15, 20% de la campagne et du budget de la campagne à des formats display YouTube que ces annonceurs-là n'activaient pas. On a beaucoup de clients e-commerce qui n'activaient pas chez Google du display et du YouTube et qui se sont mis à en avoir 5, 7, 10, 12, 15%, et 15% de très gros montants. Donc ça représentait des sommes colossales. Et donc ça a permis à Google de beaucoup développer la partie revenu sur YouTube et sur la partie display, que de passer à des formats multi-formats comme Baymax. Donc ça, c'est l'intérêt de Google. Après, l'intérêt de l'annonceur, c'est quand même que c'est des formats qui apportent de la valeur quand ils sont bien maîtrisés. Le fait de faire du remarketing, c'est important de faire du remarketing dans une stratégie marketing. C'est rare que les internautes convertissent en un clic, en 5 minutes. Et donc, il y a souvent besoin de les retoucher une fois, 2 fois, 3 fois avant qu'ils convertissent. Donc oui, il en faut. La question, c'est le dosage. Et donc, c'est quelle place ça prend dans une PMax. Mais ok, donc en gros, il y a Google, ils se sont dit, ok, qui c'est qui n'utilise pas encore assez tel format de publicité ou pas encore nos solutions? Ok, on a identifié 30 à 40% d'annonceurs qu'on peut aller chasser pour tel type de format non utilisé, mais qui est légitime, etc. C'est quoi leur principal frein? Leur principal frein, c'est la méconnaissance et certainement aussi la complexité de mise en œuvre. On va créer un format hyper simple basé sur l'IA et l'automatisation pour que ça soit 3 clics et que ça se diffuse un peu mieux, quoi. Oui, c'est ça. Alors, du coup, on revient à la question initiale du podcast parce qu'on arrive petit à petit à la fin. Moi, quand je vois tout ça de la vue de ma fenêtre de l'annonceur, je me dis, bon, en fait, si j'ai des campagnes PMax qui performent bien, où j'ai pas besoin d'avoir une expertise particulière, juste de créer des assets, de l'injecter, de le corriger un peu au besoin, etc. Est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir une agence paid pour m'accompagner? Et c'est là où tu m'as dit, évidemment, parce qu'en fait, plus Google automatise et se base sur l'IA, plus en fait la qualité du conseil est high level et donc du coup, plus vous avez besoin d'experts. Oui, c'est ça. Si tout le monde a la même IA et que l'IA fait tout toute seule, en fait, vous n'avez aucune chance de vous différencier de vos concurrents. Et donc tout le monde aura la même perf et donc
Dès qu'il y en a un qui est prêt à surenchérir un petit peu, il va passer devant, il va prendre tout le volume. Donc en fait, on ne peut pas se permettre en tant qu'annonceur ou qu'entreprise de prendre ce risque-là, même si ça marchait bien. Et donc l'objectif, c'est d'être capable de mieux utiliser l'IA que ses concurrents, de l'utiliser comme un moyen et pas comme une fin. Euh, et donc, oui, notre analyse et ce qu'on en vit au jour le jour, à chaque fois qu'on teste les nouvelles solutions de Google, c'est qu'il y a besoin, au contraire, de gens de plus en plus seniors pour maîtriser l'IA. Avant, j'avais à peu près 50% de mes effectifs qui étaient des gens qui avaient de 2 à 4 ans d'expérience dans nos métiers. Maintenant, des gens qui ont moins de 6 ans d'expérience dans nos métiers, je dois en avoir 3 ou 4 sur une équipe de 40 personnes. Donc l'essentiel de mon équipe, c'est des gens qui ont plus de 6 ans dans les métiers du web marketing et dans l'acquisition. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de ne pas se faire avoir par l'IA et au contraire d'emmener l'IA là où on veut aller et pas de subir ce que Google nous propose. Très clair. Après, comme dans beaucoup de secteurs où l'IA révolutionne, se pose la question de ben, si j'embauche moins de juniors, comment je forme la génération d'experts de demain? Ouais, c'est un vrai sujet pour l'instant. On embauche des gens qui ont été préformés, qui ont fait leurs armes dans d'autres agences ou qui ont fait leurs armes chez l'annonceur euh, et qui ont vu des- un peu toutes les facettes de la vie chez l'annonceur, de gérer une famille de produits, d'être en face de nous, en face de l'agence sur la partie acquisition, donc sans être expert, mais en comprenant bien les besoins ou les mécaniques des e-commerçants et des métiers du lead. Et après, nous, on les forme à toute cette partie de mieux challenger le discours de Google, mieux challenger la façon dont fonctionnent les IA de Google pour, euh, pour tirer plus de valeur pour nos clients. Très clair. Allez, on va se faire une petite dernière question, parce que je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Avec tes 20 ans d'expérience, tes plus de 20 ans d'expérience sur Google Ads, si tu peux partager avec nous un conseil pour un annonceur B2C, pour un annonceur B2B et pour un e-commerçant, tu leur... alors certainement pas les mêmes conseils parce que on est sur des contextes différents, ou peut-être le même, je sais pas. Qu'est-ce que tu leur dirais? Sur la partie B2C, bah, ça se regroupe hein, parce que la plupart des acteurs e-commerce sont B2C, mais sur la partie B2C, je parlerai plutôt du fait qu'en face de nous, on a des gens très différents les uns des autres. Et donc, pour performer l'algo et notamment la partie display de l'algorithme, a besoin d'avoir des créas diverses parce qu'on ne pense pas de la même façon à un jeune, à quelqu'un qui a 50 ans, etc. Donc, je dirais plutôt d'être obsédé par la partie créa, vidéo, image, pour offrir à l'algo des assets différents qui peuvent parler à un homme, à une femme, à un jeune, à quelqu'un qui est moins jeune, euh, pour que Google trouve à chaque fois le bon asset à pousser à la bonne personne. Et idéalement un asset qui est plus efficace que celui de mon concurrent, mais d'avoir de la variété dans les assets à proposer. Surtout, on en parlait lors du dernier résumé de l'actualité digitale, avec des Google Banana, avec Adobe qui se connecte directement avec du ChatGPT, etc. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de connexions entre les outils Créa et l'IA qui vont permettre de créer des déclinaisons à l'infini sur ces formats publicitaires. Donc là où ça nous coûtait de l'argent d'aller faire 5 déclinaisons, maintenant, grâce à l'IA, on peut partir sur 15, 20, 30 déclinaisons pour s'assurer de trouver le format qui performe le mieux. Oui, c'est ça. Alors, il y a une partie de cette intelligence-là qui est carrément onboardée dans la plateforme. Donc, dans la plateforme, on peut optimiser un peu ses créas. Mais même, tu l'as évoqué, il y a d'autres solutions qui ne sont pas dans la plateforme publicitaire de Google qui permettent de faire des déclinaisons de créa et de les injecter ensuite dans AdWords pour que l'algo il ait un large choix d'assets créa, que ce soit des assets créa textuels, images ou vidéo. Donc pour la B2C, ce Très serait, clair. euh, ce serait l'idée. Sur la partie B2B, alors on a beaucoup parlé des leads qualifiés, mais je le mettrais très 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 haut dans ma liste de dire si vous êtes dans un métier du lead, renvoyez à Google vos leads qualifiés, vos rendez-vous, vos contrats signés.
pour que l'algo apprenne à optimiser au rendez-vous, au contrat signé, et pas juste au lead. Parce que c'est trop facile pour Google de faire un lead, c'est beaucoup plus compliqué de faire un rendez-vous, de faire un contrat, mais apprenez à Google à faire des nouveaux clients et de faire des contrats signés plutôt que de le laisser se satisfaire de vous faire des leads. Et après, sur la partie plus e-commerce, je dirais soignez vos flux produits et attention à pas vous faire avoir à vos Pmax. Et je vous laisse réécouter la partie du début du podcast pour les pièges de Pmax. Bon, ben, très clair. On est sur la dernière partie de l'interview. L'idée, c'est d'avoir des réponses courtes sur des petites questions que je vais te poser. Et si tu réussis ce challenge, à la fin, je te laisse avoir ta petite minute promo. Donc, l'enjeu est grand. Alors, pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet du jour, aujourd'hui, est-ce que tu as un livre, une étude, un podcast, peut-être un webinaire fait par Resoneo ou une vidéo à conseiller sur l'influence de l'IA sur Google Ads? Alors, au quotidien, perso, je lis Certain John Mainland et je suis abonné à leur news et je considère que ça fait partie des lectures un peu obligatoires pour les gens qui sont intéressés par ces métiers. Perso, j'ai aussi une alerte que je reçois tous les lundis matins avec Gemini qui me synthétise toutes les nouveautés de mon secteur. Et enfin, pour des trucs avec un peu plus de prise de recul, d'aller lire ce que délivrent les agences comme Resoneo. Nous, on fait ça sur notre blog, sur LinkedIn, des analyses un peu plus fouillées sur les pièges de Pmax, par exemple, ou des choses avec un peu plus de prise de recul. Donc, je pense que en combinant ces différentes sources, il y a la matière à rester au top. On mettra les liens en commentaire de cet épisode, évidemment. Ton quick win préféré pour un compte Google Ads, c'est quoi? Alors, le truc le plus quick win pour un e-commerçant, c'est de passer par un CSS. Alors, je sais pas si ça te parle le terme CSS. C'est Pas du tout. sur Google Shopping, quand tu vois les vignettes produits, en bas, c'est marqué by Google ou c'est marqué by quel coût, ITO, etc. Hein. Euh, ça date de pas loin de 10 ans quand Google s'est fait, Google Shopping s'est fait contrôlé par la Commission européenne, était obligé de mettre en concurrence les emplacements Google Shopping. Ils ont été obligés d'ouvrir ça à la concurrence. Quand tu passes par Google comme CSS, Google Shopping est obligé de prendre une marge. Et donc, ça laisse la place à des concurrents. Nous, on a édité notre propre CSS qui s'appelle iteo.com. Et donc, en fait, concrètement, on marge beaucoup moins que Google Shopping est obligé de marger, parce qu'ils sont obligés de répercuter 100% de leurs frais de structure de Google, ce qui sont importantes. Et donc, ça permet de faire des économies sur les prix des clics, et ça se fait en 5 minutes, ça prend vraiment pas de temps, ça casse pas l'historique des campagnes, et donc ça devrait être le cas pour tous les e-commerçants. En général, les e-commerçants connaissent ces solutions, mais si tes plus petits e-commerçants qui t'écoutent ne connaissent pas, tapez Comparison Shopping Service dans Google et activer un CSS. Eh ben, tu sais quoi? Je vais le faire. Je vais balancer l'information à mon traffic manager parce qu'on a une partie e-commerce dans la boîte à laquelle je suis pour le moment. Et je suis convaincu que c'est une option qu'on n'a pas du tout envisagée pour le moment. On sait qu'on a un problème avec notre flux shopping, mais c'est pas là de dépendre mes problèmes. Mais en tout cas, je vais creuser. Ok. Merci pour l'astuce. Euh, la leçon la plus marquante que tu retiens de ces dernières années en matière d'acquisition payante, c'est laquelle? Alors, comment dire, si on parle de l'IA, je dirais que faut garder en tête que l'IA, c'est un super serviteur. Faut l'utiliser comme tel et par contre, c'est un très mauvais maître. Donc, vous laissez pas dicter la loi de l'IA et de celle de Google en particulier. Il y a une métaphore que j'aime bien utiliser pour qualifier l'IA. Je dis l'IA et la calculatrice qui a remplacé le boulier. Ça remplace pas du tout l'ingénieur. Mm, Ça va plus vite. On peut aller beaucoup plus loin dans les calculs, mais ça reste qu'un outil pour aller plus loin. c'est ça. L'outil dont tu ne peux plus te passer dans ta stratégie d'acquisition. Alors, nous, on a tout un lot de reports et de scripts qui sont des alertes personnalisées qui permettent de voir
tous les éléments clés sous contrôle tout le temps. Donc c'est un jeu de dashboard looker et de script qui nous permet d'être alerté quand quelque chose bouge dans nos campagnes et quand l'IA ou quand les solutions Google vont vers des choses qui ne nous intéressent pas. Donc concrètement, c'est un espèce de grand tableau de bord qui est un mix entre du tableau de bord de reporting et des scripts. Ok. Très rassurant pour un Un marketeur monitoring, voilà, très rassurant pour un un marketeur moni- d'avoir un monitoring en report et en push via des scripts d'alerte pour être certain que tout est sous contrôle. On dort mieux. Ouais, je te confirme. Ok. Donc là, on est à notre deuxième épisode de Focus. On a fait un premier épisode, comment l'IA est en train de révolutionner les stratégies SEO. Là, on fait un deuxième épisode sur comment l'IA est en train de révolutionner Google Ads. On se rend compte que ça révolutionne pas tant que ça, que c'est une croissance et une amélioration naturelle, mais il n'y a pas une aussi grande révolution que sur la partie référencement naturel, à mon humble avis. Selon toi, c'est quoi la prochaine thématique qu'on devrait aborder, la prochaine problématique qu'on devrait aborder dans un épisode de Focus? Euh, Moi, j'ai une thématique que j'aimerais bien aborder, on en a un peu parlé, c'est sur la notion d'attribution. Euh, Ouais, clairement, l'attribution est un vrai sujet pour mesurer l'impact réel de chaque canal, pour voir comment prendre en compte le consentement. Tu as quand même, suivant les annonceurs, entre 25 à 50% des gens qui ne consentent pas à partager leurs données. Comment est-ce que tu prends en compte ça? Comment tu redresses les chiffres pour avoir une attribution qui est la plus pertinente possible? Et comment tu maîtrises et tu te fais pas avoir par une attribution qui compte sans t'expliquer comment, des conversions vidéo d'un côté, on a pu en parler tout à l'heure, et des conversions clics de l'autre, en sachant pas trop comment ils distribuent les poids entre les uns et les autres. Donc c'est vrai que la partie attribution est un vrai sujet de complexité pour le marketeur. Et donc, T'avais un très, autre très sujet bon en tête épisode. Non, celui-là me plaît ou beaucoup. c'était Je celui-là? l'aurais mis très haut dans tes futurs choix. Donc, je sais pas si ce sera le troisième, mais je te conseille de le mettre dans les 5 premiers en tout cas. Bon, ben, on va essayer de trouver le bon expert. J'ai déjà une personne en tête qui m'avait bien aidé à reprendre la main sur toute la notion de tracking parce qu'en fait, avant d'être sur la partie acquisition, j'étais très sur la partie marketing automation et la partie market auto quand toutes ces histoires de cookies tiers est arrivé, on a eu un petit sujet de complexification, notamment sur toute la personnalisation de parcours, etc. Donc, je pense avoir le bon interlocuteur. Il va falloir qu'on s'appelle. Parfait. Super. Je pense que c'est le moment de faire ta petite minute promo. On t'écoute. Ouais, bah et si ce qu'on vous a dit vous intéresse, n'hésitez pas à contacter, à contacter Resoneo. Vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn, Sébastien Broussoin, directement via le site resoneo.com. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur les LinkedIn de Resoneo et nos LinkedIn perso et d'aller regarder le CSS ito.com, yto.com si vous vous êtes intéressé pour faire des économies sur la partie Google Shopping dont on parlait il y a 3 minutes. Eh ben super. Merci beaucoup Sébastien pour ton temps. Bah, merci à toi pour ton invitation. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a appris autant de choses que j'ai appris. Et c'est ça la chance et le luxe de faire ce podcast-là, c'est que j'en apprends en préparant, en le faisant, et ça me nourrit mes réflexions au quotidien. J'espère que ça l'est pour vous. On a parlé du prochain thème de Focus. N'hésitez pas à nous proposer des thématiques en commentaire, parce que ce format, il est créé pour vous. Et donc, du coup, il faut qu'on arrive à répondre à tous les enjeux et toutes les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Donc, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. On essaiera de trouver les bons experts. Avec Vincent, on a plein d'idées, mais il faut que ça réponde à des enjeux bien précis. Et vu à la vitesse à laquelle ça va, les enjeux, ils changent régulièrement. Et cette année 2026, à mon avis, elle ne va pas être beaucoup plus calme que cette année 2025. Euh,
Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à partager ce podcast sur vos réseaux, sur LinkedIn par exemple, etc. Avec Sébastien, on se tient à vos dispositions sur nos réseaux LinkedIn respectifs si vous voulez prolonger le débat avec nous. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur Digital Marketing for Pro tous les 15 jours avec un résumé de l'actualité digitale en moins de 30 minutes. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.